Donc, l'apprentissage aujourd'hui est dédié aux outils pratiques liés à la data. Je m'appelle Médéric Curier et je vais commencer par me présenter. Alors, donc, pour me présenter, Médéric Curier, comme je viens de le dire, j'ai 31 ans. Donc, j'ai été récemment embauché chez Sphère. Donc, j'ai commencé à Sphère Luxembourg le 15 janvier 2020 et je suis actuellement en poste chez ArcelorMittal. Donc, avant ça, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur sécurité et j'ai aussi repris mes études pour faire un doctorat en informatique à l'Université du Luxembourg. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur moi? Je me considère comme un geek, j'adore l'informatique, j'adore partager cette passion avec d'autres personnes. Donc, sur mes contributions, donc, j'ai à peu près 118 projets sur GitHub et j'adore tout ce qui est open source. Je suis aussi apprécié que je suis très content d'être ici. C'est mon premier quarterbacks avec les équipes et j'espère que cette présentation sera intéressante pour tout le monde. Alors, sur la droite, vous voyez ma photo, hein, et pour ceux qui m'ont vu parler avant de commencer la présentation, on peut voir que c'est pas du tout à ce à quoi je ressemble aujourd'hui. Ce à quoi je ressemble aujourd'hui, c'est plus à ça, on va dire, avec la crise du Covid. Donc oui, je me laisse pousser la barbe, hein. J'ai entendu que certains de l'équipe faisaient ça aussi, hein. Donc on pourra peut-être faire un concours de la plus longue barbe à la fin du confinement. En tout cas, si c'est une activité qui intéresse les gens, on pourra peut-être, comment dire, voir les gens qui veulent participer. Ok, donc plus sérieusement, commençons présentation. Donc, je trouve que c'est toujours bien d'avoir une trame, un thème. J'avais beaucoup épuisé suite des Matrix, des Cinq Anneaux pour d'autres représentations. Donc, je me suis dit, faisons un truc différent. On est en avril, il fait chaud aujourd'hui, on va prendre un film de Noël. Donc, j'ai décidé de partir sur A Christmas Carol. Donc, vous le connaissez sûrement. C'est l'histoire d'un homme, un usurier, donc quelqu'un qui prête de l'argent à des taux très élevés, qui est hanté par des fantômes un soir de Noël. Donc, dans le film, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce personnage, il est amené à analyser son passé, son présent et son futur pour étudier ses actions. Et l'idée, c'est que pour avancer, en fait, pour essayer, enfin, une fois qu'il a compris des choses, il peut débloquer ses situations et à peu près voir faire une introspection et débloquer comment il se voit. Donc, c'est un bon conte de Noël et à la fin, ça finit bien. Le personnage apprend à aimer les sons de Noël. Et donc, vous allez me dire pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que pour moi, on peut faire un parallèle entre les fantômes et la data. Bon, peut-être pas forcément directement, mais je vais essayer de détailler un peu mon propos. Donc, comme les fantômes, la data, c'est partout. La data, on en voit dans nos programmes, nos bases de données, dans nos logs. En informatique, c'est impossible de travailler sans manipuler la data. Donc, c'est quelque chose, si on n'apprend pas à le gérer correctement, on va se sentir inefficace, frustré, et on peut avoir cette mauvaise impression. La data, c'est indispensable. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus de ressources qu'à une époque. On peut utiliser la data pour de nombreuses choses, pour comprendre à la fois le passé, le présent, ce qui se passe actuellement et le futur. Et de plus en plus d'usages sont liés à la data justement pour essayer de donner corps à ces cas d'utilisation. Le problème, comme je dit, c'est que c'est pas forcément toujours facile d'utiliser la donnée. On utilise beaucoup ça dans nos programmes, mais une fois qu'on passe à de l'analyse de données, à essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire sens de ces informations, faire des statistiques, etc., on se trouve souvent démunis, car les outils qu'on utilise naturellement, on va dire, ne sont pas forcément toujours adaptés. Et donc, le point que je vais essayer de défendre pendant cette présentation, c'est de dire qu'il ne faut pas forcément avoir peur de la donnée dans ces cas les plus avancés. Une fois qu'on a de bons outils, on est bien armé pour gérer de très nombreux cas. OK. Donc avant de commencer, je voudrais aussi à peu près parler des cas que j'ai eu à traiter dans ma carrière. C'est pas forcément, on va dire, des cas exhaustifs ou les plus vendeurs, c'est juste ceux qui m'ont marqué. Donc, il y a un premier cas que j'ai dû gérer quand j'étais ingénieur en sécurité dans une banque. On a été attaqué par une attaque DDoS. Donc, en fait, un attaquant avait complètement mis à mal notre infrastructure. On pouvait le voir parce que dans la banque, en fait, tout le monde s'était levé pour prendre le café. Donc, plus aucun PC ne marchait. Tous les systèmes de la banque étaient HS pendant plusieurs minutes. Le problème qu'on avait, c'est qu'on s'était donc tout le temps avec notre équipe pour dire, OK, il faut trouver le problème et le réparer. Et c'est pas forcément facile quand on n'a aucune vision, surtout quand un parc informatique est autant de machines. Donc, du coup, avec notre équipe, on a utilisé les outils à notre disposition, dont certains je vais parler aujourd'hui, pour récupérer 9 gigas de traces informatiques, de traces réseau, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et en regardant les traces, on a vu que les attaquants attaquaient les serveurs DNS avec un protocole bien particulier. Et en l'espace de, on va dire, le temps de passer un coup de fil au fournisseur Internet, on a réussi à complètement juguler l'attaque et à ne pas avoir de paie de rançon et avoir une bonne continuité de service. Un cas que j'ai traité aussi en long et en large lors de ma carrière, c'était celui des malwares Android. Donc pendant 5 ans, en fait, j'ai travaillé sur ma thèse et le but, en fait, était de prendre des applications Android pour essayer de détecter lesquelles étaient malicieuses et une fois qu'on avait détecté ça, comment est-ce qu'on pouvait les classer.
est-ce qu'elle vole des informations, quel type d'informations, comment elles fonctionnent, etc. Donc avec notre équipe, on gérait un set de 8 millions d'applications, ce qui représentait à peu près 15 terabytes d'informations une fois qu'on extrayait les informations les plus utiles. Donc c'était un cas que j'ai traité pendant 5 ans et ça m'a beaucoup appris, on va dire, sur ce domaine. Finalement, juste pour une partie plus rigolote, en fait, j'ai participé à un cours en ligne sur justement les réseaux de neurones. Et une des applications les plus rigolotes qu'on a dû développer, c'était une application qui détecte la race d'un chien à partir d'une photo. Donc, par exemple, sur cette photo-là, il aura dit que c'était un berger des Shetland. Et ce qui était rigolo, en fait, vous pouvez prendre l'application, mettre une photo d'un de vos amis, donc j'ai essayé avec ma sœur, mes parents, etc. Et vous sortez quand même une race de chien. Ce qui était intéressant. Il y avait quand même, encore une fois, comment dire, un favoritisme pour les personnes barbues parce que ça a plus de poils, donc ça ressemble plus à un chien. Les chiens qui sortaient avec des, comment ça s'appelle, pour les personnes qui n'avaient pas beaucoup de poils au visage, etc., c'était assez rigolo. Donc voilà, bref. Maintenant, j'ai parlé de mes cas, je voudrais un peu élargir sur des types de problèmes qu'on est amené à gérer. Et je trouve que ces problèmes-là sont souvent liés au format de données qu'on est amené à manipuler. Donc en fait, il y a une sorte d'échelle de à quel point ça va être difficile de gérer ces problèmes. Les problèmes les plus simples en fait, qu'on essaie de gérer au quotidien, c'est les problèmes qu'on appelle sur des données structurées. Typiquement, ça va être du SQL, du XML, du JSON, donc des formats qu'on manipule beaucoup au quotidien. Et ces formats-là sont bien formatés, faciles à utiliser. Il y a souvent des cas où on ne peut pas malheureusement s'en remettre à une structure, on doit travailler avec des formats que j'appelle non typés. Typiquement, les CSV, des fois par des problèmes d'encodage, tout ce qui est fichier de log, c'est que du texte, le code source, les emails, quand on a des commandes shell, tout ça, en fait, c'est des formats qui sont plus difficiles à gérer. Après, il y a ce que j'appelle les formats pièges, les formats qui paraissent simples à gérer mais qui sont très difficiles. Je pense typiquement à Excel et PDF, où pour quiconque a essayé de manipuler ces fichiers-là, on a toujours des surprises et des mauvaises surprises quand on les utilise. Les sites internet, parce que ça peut être amené à changer, des fois on ne comprend pas, il y a du dynamisme, enfin beaucoup de choses qui peuvent empêcher la lecture. Et récemment, sur un cas que j'ai étudié, les valeurs boursières, ça paraît simple, mais il y a beaucoup de subtilités à comprendre et de connaissances métiers à avoir. Et finalement, il y a des formats plus compliqués, mais qu'on manipule pas non plus tous les jours. Format binaire, donc c'est tout ce qui est, par exemple, les images, les vidéos, le son, application Android, où là, justement, il y a on peut pas voir l'information, donc on doit se remettre entièrement aux outils pour comprendre ce qu'il y a dedans. Et ça encore, c'est facile quand c'est ouvert. Et après, il y a les formats propriétaires, où je connais des gens dans la sécurité qui ont passé des heures à essayer de craquer des formats Photoshop, Guitar Pro, des drivers, etc., des jeux vidéo, pour essayer les utiliser autrement, on va dire. Et c'est des problèmes qui sont beaucoup plus compliqués. Voilà. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est de gérer le plus souvent possible des formats structurés, le moins souvent possible des formats un peu plus compliqués. Très bien. Maintenant, commençons à rentrer dans le vif de la présentation. Donc, ce que je tiens à vous montrer dans cette présentation, c'est une série de plusieurs outils, et j'ai choisi avec 3 critères. Le premier, ces outils doivent être, comment dire, faciles à utiliser au quotidien. Donc l'idée, c'est pas forcément de passer beaucoup de temps à les apprendre, c'est que normalement, on peut l'utiliser, lire un peu vite fait le tutoriel et l'utiliser tout de suite. Il n'y a pas trop de frustration. Deuxième point, pour moi, ils doivent être utiles. J'avais plein de technologies exotiques que j'avais en tête, mais j'ai trouvé des cas où je me dis, il y a de grandes chances que ça puisse vous intéresser et où ça peut vous aider au quotidien. Et dernier point, d'outils que j'ai utilisés. Alors, je suis davantage un développeur Python, donc il y aura beaucoup d'outils Python. Il y aura, comment dire, des bases que j'ai utilisées, etc. Donc, c'est pas forcément une liste exhaustive, mais je donnerai quelques liens après pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc, je divise ça en fait en 3 temps. Déjà, tout ce qui est, j'appelle ça tout ce qui est gérer le passé, donc tout ce qui est base de données, etc., pour sauvegarder l'information. Ce que j'appelle le présent, donc c'est quand on veut montrer quelque chose à quelqu'un tout de suite. Et finalement, le futur, c'est quand on veut plus anticiper les informations à partir des données. Et je préviens, c'est pas dans l'ordre. Je commence directement par ce qui pour moi est la base, le langage de programmation. Alors, pour commencer sur cet aspect-là, je pense que n'importe quel développeur qui a comment dire, qui a passé un peu de temps dans le domaine le sait, apprendre un langage, c'est très coûteux en temps. Il y a une fameuse blague sur le langage C++, pour apprendre C++ en 21 jours. Si vous la connaissez, vous voyez la personne en fait qui apprend C++ en 21 jours, il est à 5% de l'apprentissage à partir de 21 jours. Donc, il doit apprendre la physique quantique et la chimie avancée pour remonter dans le temps et ensuite tuer son soi du passé pour prendre sa place. C'est le seul moyen d'apprendre le langage en 21 jours. Donc, c'est très compliqué et on trouve souvent pas forcément c'est utile parce qu'on se dit tous les langages sont équivalents. On peut utiliser du Java, du JavaScript, n'importe quoi. Tous les langages ont la même expressivité parce qu'ils sont Turing complete. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle des langages de programmation? C'est parce que pour moi, les langages orientés data ont plusieurs avantages. Mais je veux déjà d'abord parler de ce qu'on leur demande pour qu'ils soient qualifiés de tels.
Donc déjà, c'est important que le langage soit permissif et générique. On doit pouvoir exprimer des logiques comme par exemple traiter toutes les valeurs d'un dictionnaire ou les clés sans forcément se soucier de quel type ils sont et de faire des conversions, etc. Ça facilite beaucoup les traitements et ça rend le traitement beaucoup plus souple. Ensuite, c'est important d'avoir de bons built-in et librairies. Euh, Python, s'il n'y avait pas toutes les briques qui tournent autour, ne serait vraiment pas forcément un bon langage. Il est un peu lent, c'est un langage de script, mais heureusement, il y a beaucoup de gens qui qui ont pris le temps de développer des applications en C, enfin du code en C, pour rendre le code beaucoup plus rapide. Et finalement, c'est important aussi d'avoir un retour d'information rapide. Pour moi, c'est un des points qui est le plus important. J'en parlerai un peu plus tard, mais le problème généralement, c'est que quand on va développer une application, on est vite frustré par le fait qu'on doit avoir un processus assez long de compilation, etc. Quand on travaille avec les données, généralement, on ne sait pas ce qu'on veut faire. En fait, on affiche un truc et on voit ce qui se passe, on le constate. Et c'est important de pouvoir faire ça très rapidement, très souvent, pour pouvoir avoir une meilleure compréhension et passer sur d'autres, comment dire, pour avoir plus d'informations. Donc, ceci étant dit, il y a trois langages que je vois vraiment, enfin, qui sont souvent utilisés dans le domaine. Je vais en parler un peu. Donc, le premier, c'est Python. Donc, c'est celui, en fait, actuellement, on va dire, qui monte beaucoup en termes de classement, etc., en termes d'utilisation. Donc, pourquoi les gens l'apprécient? Parce qu'il y a trois grosses qualités, selon moi. Il est générique, il marche pour tout. On dit souvent que Python, c'est le deuxième meilleur langage, le deuxième meilleur langage pour tout faire. Il est populaire, donc Google, la NASA, YouTube, beaucoup de gens l'utilisent. Et aussi, il est très facile à utiliser. Donc, ce qui fait que pour quelqu'un qui a des connaissances en n'importe quel autre langage, JavaScript, Python ou Java, pardon, JavaScript, C++ ou autre, il peut prendre le langage Python en main et faire des développements avec. Il y a d'autres langages qui sont plus exotiques et beaucoup plus spécifiques, comme Julia et R. Alors, R, c'est le plus ancien. Donc, c'est un langage qui a été développé à la base par des statisticiens. Donc, il est très orienté stats. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez peu familier par rapport à ce qu'on est habitué à utiliser. Donc, c'est une logique complètement différente, mais il est utilisé beaucoup par les gens qui veulent se spécialiser dans le domaine pour faire comment dire, des routines très facilement. Julia est le plus récent de tous, ce qui est à la fois sa force et sa faiblesse. Sa force parce que du coup, il arrive à avoir les meilleurs aspects de Python et de R, mais il est nouveau. Donc du coup, il n'y a pas forcément toutes les libs, les tests qui vont derrière. Il y a eu des très bons benchmarks qui ont été faits qui montrent que le langage est très rapide, mais du coup, il n'y a pas forcément tous les outils et je pense que le langage a encore quelques années avant de devenir plus puissant. Il y a aussi d'autres langages que je vous invite à regarder si vous voulez vraiment aller plus loin, mais c'est des cas que j'appelle plus avancés. Scala, qui est intéressant pour tous les cas big data, donc quand on veut faire des grosses analyses à l'échelle d'une entreprise. JavaScript, qui reste indispensable pour tout ce qui est interface graphique, donc quand on veut présenter quelque chose sur l'interface web. Et finalement, donc là, c'est plus pour des langages, on va dire, au niveau de la culture personnelle, je dirais, tout ce qui est langage fonctionnel ou shell, qui ont l'avantage, en fait, contrairement à beaucoup de langages orientés objets, d'exposer directement la donnée sans forcément les mettre dans des classes et qui permettent du coup de faire des traitements qui sont pour moi plus, comment dire, plus intuitifs et qui demandent moins on va dire, de code à côté. Très bien. Maintenant, je vais parler des bases de données. Donc, les bases de données, en fait, il y a une révolution il y a quelques années, c'est qu'on s'est dit, OK, on a trouvé SQL, tout le monde utilisait SQL, toutes les entreprises, tout le monde, c'était très bien, on pouvait quasiment faire tout ce qu'on voulait avec, avoir une information rapidement, faire des statistiques et tout ça. Et il y a eu des tonnes de technologies qui sont créées sur SQL. Donc, vous connaissez forcément les gros acteurs, les Oracle, les Postgre, etc. Quelqu'un a parlé, excusez-moi? OK, j'ai cru que quelqu'un avait parlé, pardon. Donc, ça a été une vraie révolution. Et du coup, les gens se sont dit, bah, on va utiliser SQL pour tout et ce sera génial. Et maintenant, en fait, on voit une tendance inverse. En fait, on revient un peu à ce qu'il y avait avant SQL, c'est-à-dire le fait d'avoir, on va dire, une application, une base de données par besoin. Donc, c'est pour ça qu'on a eu l'apparition d'applications dédiées spécifiquement au log, spécifiquement à l'analyse de trafic sur un site web, ou par rapport à des grosses analyses sur des volumes de données, sur, par exemple, je ne sais pas, analyser le génome humain. Maintenant, on voit de plus en plus d'applications ou de bases de données qui sont spécifiques à un cas particulier. Et ça, c'est pour une simple raison, c'est parce on cherche généralement soit de la rapidité, soit à gérer un cas plus efficacement. C'est comme si en programmation, on disait on s'imite qu'aux listes. Les listes, ça va bien, mais avoir des outils plus puissants comme des sets, des dictionnaires, des choses comme ça, c'est quand même beaucoup plus utile dans certains cas. Donc, ceci étant dit, je veux juste vous montrer ce site web qui est intéressant, qui s'appelle DB Engine, où ils font en fait un classement par rapport aux recherches qui sont faites sur les différentes bases de données, des bases qui sont les plus utilisées. Donc, vous pouvez voir directement dans le classement que dans le top 6, il n'y a quasiment que des bases orientées relationnelles, qui sont synonymes de SQL.
et qu'après, il y a quelques autres qui apparaissent. En fait, ce qui est important de dire dans ce classement-là, c'est que vous pouvez voir que toutes les bases SQL sont également maintenant multimodèles. Ça, c'est un truc très récent, c'est qu'en fait, maintenant, on voit qu'on ne peut pas faire que ça, et il faut aussi avoir un peu de variété pour gérer d'autres types de modèles. Par exemple, on voit qu'il y a MongoDB, Elasticsearch et SQLite qui ont d'autres façons de fonctionner et qui complètent ces bases de données relationnelles. Donc maintenant, je vais en parler de trois principalement que j'ai utilisées, qui m'ont été très utiles. La première, c'est Redis, donc dans le 8e dans le classement. En fait, c'est une base de données qui est un peu particulière parce qu'elle n'est pas permanente. On ne peut pas stocker de manière permanente des informations. Elle permet en fait d'avoir une base temporaire qui peut servir pour communiquer entre différents processus. Elle est très utile parce qu'elle implémente beaucoup de structures de données comme les sets, les queues, etc. SQLite, en fait, est aussi avantageuse parce que c'est une base de données qui fonctionne sans serveur. Donc, comparé à toutes les autres comme Oracle, MySQL, MS SQL, Postgre, ici, il n'y a pas besoin d'avoir un truc très complexe, c'est juste un fichier, aussi facile qu'un fichier JSON ou texte, etc., mais qui fournit toute l'interface pour utiliser ça comme une base SQL avec des tables, etc. Donc, c'est pratique quand vous voulez faire un snapshot ou quand vous voulez travailler sur un fichier simple. Et c'est aussi très rapide. Et finalement, une base qu'on a aussi beaucoup utilisée, c'est celle qu'on a utilisée pour stocker les 15 terabytes d'informations sur les malwares, s'appelle Elasticsearch. Elle stocke en fait les documents en format JSON. Donc en fait, on va avoir un index, une clé, et cette clé va être associée à un document. Et elle permet en fait de faire de l'indexation sur quasiment tout. Donc son gros avantage, c'est que vous mettez une information, ça peut être une ligne de log par exemple sur un système, et il va indexer chaque mot du log et on peut paramétrer ça de manière très puissante. Donc elle est très facile à utiliser également, mais elle a l'avantage en fait de pouvoir donner des accès rapides à n'importe quelle information. On s'en a aussi également beaucoup servi pour analyser les logs, les trafics réseau, etc. Très bien. Donc là, j'ai fini pour le langage de programmation, les bases de données. Maintenant, je voudrais parler à peu près de la différence quand on traite de la donnée. Donc, tous les langages, en fait, vous permettront de faire des routines simples, des boucles, manipulation de chaînes de caractères, etc. Mais il y a des outils, en fait, qui existent déjà pour manipuler ça de manière plus efficace. Je vais en parler d'un en particulier qui est très connu dans la communauté Python, qui s'appelle Panda. Donc, Panda, en fait, c'est une application, enfin, c'est une bibliothèque, donc on importe dans un programme qui permet de gérer des jeux de données de manière très simple. Donc, en fait, c'est principalement utilisé pour tout ce qui est processus qu'on appelle 2TL, pour Extract, Transform, Load, où le but est de prendre de l'information, de la mouliner, de la transformer pour changer sa forme et de la ressortir dans un autre format. Par exemple, Panda utilise permet de faire des opérations qui sont, on va dire, moins standards, qu'on ne voit pas forcément dans des bases de données SQL ou qui est difficile de faire dans d'autres langages de programmation, comme le pivot et le melt, qui permettent de passer d'un format large à un format long, par exemple. Vous voyez ici, par exemple, dans les graphiques en bas, on a un data frame, et avec l'opération de pivot, on est capable de faire une opération comme, par exemple, de compter le nombre d'intersections entre deux colonnes. C'est pratique, par exemple, quand vous voulez voir des calculs, comme je ne sais pas, par exemple, le nombre d'utilisateurs qui s'est connecté à 18 heures de tel endroit, par exemple. La fonction melt, elle, quant à elle, fait l'opération inverse. Elle prend des données qui sont structurées par colonne et elle permet en fait de prendre les valeurs des colonnes pour les remettre ligne par ligne. Donc en fait, ce qui se passe concrètement, c'est que le data frame, enfin la vue en mémoire sera plus long. Voilà. Vous pouvez voir en fait que dans chaque tableau, en fait, le Panda, ce qu'il fait concrètement, c'est qu'il travaille avec des data frames, donc qu'on abrège généralement par DF. C'est une sorte de vue entièrement en mémoire et qui fonctionne comme un tableau Excel, si vous voulez, une table de base de données. C'est une matrice, c'est un tableau à deux entrées. Voilà. Et avec cette structure-là, on peut manipuler de multiples types d'informations de manière simple et rapide en mémoire. Et enfin, je voulais revenir donc, du coup sur l'aspect en fait sur le workflow. C'est un aspect pour moi qui est très important parce que c'est là où je pense qu'on peut vraiment gagner en productivité. Souvent, en fait, quand on développe du code, donc comme j'explique à gauche, on a un processus en 5 étapes. On écrit du code, on le compile, on l'exécute, on voit ce qui se passe, si c'est vraiment ce qu'on attend. Et généralement, il y a une étape en fait où le programme se termine et on retourne à la case départ. Donc, ce qui veut dire que on retourne à zéro et on n'a plus l'information. Et on répète ça jusqu'à ce qu'on soit content. Quand on fait l'analyse de données, généralement, ce qu'on veut, c'est faire ça en 3 étapes beaucoup plus courtes. On écrit, on exécute et on observe. Généralement, on fait pas de compilation pour qu'on ait l'information plus rapidement, et surtout, on fait pas de reset. Mais ce qui veut dire qu'une fois que l'information est en mémoire, on ne va pas s'amuser à la recharger à chaque fois. Vous imaginez qu'un fichier de 9 giga, un fichier CZ de 9 gigas, une fois qu'il a été chargé en mémoire correctement, on n'a pas forcément envie de le recharger pour changer une virgule ou n'importe quoi. Donc c'est important. Alors vous allez me dire, ok, très bien. Donc là, je suis en train de vous dire que avoir 2 étapes en moins, ça change tout, et peut-être que vous n'êtes pas convaincu. Donc ce que je vous propose pour un peu casser le flux, c'est faire une petite démo. Alors pour ça, j'utilise un outil qui s'appelle Colab, qui est un outil qui est proposé par Google, donc c'est cet onglet-ci.
Alors, est-ce que je vais pouvoir mettre en plein écran? Non, et je me rappelle plus comment faire. Bon, j'espère que c'est assez gros pour tout le monde. OK. Alors du coup, ce que je vais vous montrer ici, c'est une petite démonstration d'un outil, donc développé par Google, basé sur une technologie open source et qui permet en fait, de manipuler la donnée, très facilement. Donc en fait, ici, j'explique ce qui se passe. Donc on a, ce qu'on appelle un notebook. C'est une sorte de c'est un fichier, comme un fichier, Python, Java et cetera, qui contient à la fois la documentation et du code. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur le Titanic. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, hein, enfin, qui s'en rappellent pas, c'est un bateau qui a sombré début 20e dans les mers de l'Atlantique en heurtant un iceberg. Et en fait, c'est des gens qui ont créé un jeu de données avec les passagers du Titanic. Et ici, en fait, on va étudier plusieurs choses. Déjà, les variables qu'on a à disposition. On va faire quelques transformations. On va s'amuser plus tard à essayer de prédire des choses sur les passagers et finalement faire quelques diagrammes pour faire joli. Voilà. Donc j'ai expliqué ici, en fait, un notebook est composé de deux parties. Il y a une partie texte, comme vous voyez ici, on peut documenter ce qu'on fait, et une partie code avec des instructions. Donc ici, par exemple, alors attendez, j'ai pas effacé les cellules, voilà, sinon c'est pas drôle. Est-ce que c'est bon? Je vais faire autre chose, sinon je vais restarter l'environnement, voilà. Donc en fait, ce que je fais ici, c'est que le programme est déjà chargé en mémoire, mais du coup, c'est pas drôle. Donc là, je vais le recharger. Donc en fait, ici, j'ai une cellule de code, vous voyez les 4 lignes de code ici, où je déclare juste une variable. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà l'exécuter. Et vous pouvez voir ici qu'en fait, avant, il n'y avait rien, et maintenant, il y a un 1. C'est-à-dire qu'en fait, que l'URL est accessible en mémoire. Je peux tester, par exemple. Ici, je peux taper donc l'URL. Voilà, l'URL s'affiche bien, donc ça a bien téléchargé en mémoire. Si je veux taper par un truc plus loin, comme par exemple, ici, j'ai par exemple, l'alias pour panda, voilà, tac, ici il me dit ça n'existe pas. Donc ça montre bien que ça n'a pas encore été exécuté. Donc ici, je vais charger quelques librairies pour faire l'analyse. Donc panda que je vous ai expliqué, celle-là, je les verrai plus tard. Voilà, donc là, ça s'exécute. Donc il est en train de dire qu'il y a eu un petit warning, mais ça, c'est pas grave. Et donc là, j'ai mon jeu de données. Donc en fait, déjà avec Panda, vous pouvez voir que ce qu'on va faire ici, c'est déjà lire le CSV. Donc ça se fait en une ligne, voilà. Et donc en une ligne, je suis capable de charger le CSV et d'afficher différentes variables, donc que j'étalerai après. Alors en fait, l'avantage, c'est qu'avec Panda, ce que vous pouvez faire peut-être, on va dire, en 15 lignes d'un autre langage de programmation, vous pouvez le faire en 2-3 lignes. C'est ça, en fait, le gain de productivité. Donc, je peux afficher, par exemple, les variables. Je peux voir, en fait, le nombre de variables qui sont non nulles, le type des variables qu'il a automatiquement détecté, pas besoin de faire de préciser à ce niveau-là, la taille que ça prend en mémoire, etc. Je peux aussi, avec une simple fonction, faire quelques statistiques. Par exemple, ici, je vais afficher pour chaque variable des informations. Je peux voir, par exemple, ici, que, par exemple, l'âge moyen, donc je prends la colonne âge, la moyenne est de 29. Donc les gens sous Titanic avaient en moyenne 29 ans. La personne la plus vieille avait 80 ans, la personne la plus jeune avait été malheureusement un nouveau-né. On peut voir ici, par exemple, qu'il y avait 3 ports d'embarquement. Et là où les personnes ont le plus embarqué, c'est le port qui est S, je ne me rappelle plus du nom. Il y a 914 personnes qui ont embarqué dans celui-là, etc. Donc, on peut voir en fait qu'ici, avec juste quelques lignes, on a déjà réussi à comprendre pas mal d'informations et on pourrait encore étudier ça pendant un petit moment. Et en fait, donc Panda fournit aussi dans tout ce qui est les fonctions les plus basiques, comme par exemple, si je veux avoir la distribution du nombre de ports d'embarquement, je peux prendre la variable embarked, utiliser la méthode value counts pour voir en fait le nombre de personnes embarquées pour chaque port. Et si je veux, par exemple, imaginons calculer le nombre de tickets total vendus dont on a connaissance pour le Titanic, je peux faire une somme ici et j'obtiens ce nombre-là. Donc, la question, c'est que si vous voulez faire ça avec autre chose, ça peut prendre plus de temps. Ici, encore une fois, en quelques lignes, on peut le faire rapidement. Et il y a beaucoup de tutos qui existent pour apprendre cette technologie-là. Alors, je fais juste un point sur ces variables et je m'arrêterai ici pour la démo pour l'instant. Donc, on a les informations sur qui a survécu, la classe du passager. Donc, la première classe, c'est les plus aisés, les troisième classes, c'est les moins aisés. Donc, le nom de la personne, son sexe, son âge, le nombre de personnes proches, le nombre de parents et enfants, le numéro du ticket, le prix du ticket, le numéro de la cabine et le port d'embarcation. Voilà, avec les noms ici. Très bien. Je continue ma présentation et je vais passer maintenant à tout ce qui est aspect graphique. Alors, s'il y a un truc qu'on peut dire en fait que tout le monde aime, c'est les beaux graphiques, hein. Je pense que quand vous avez n'importe quelle présentation, site web, slide, PowerPoint, on aime bien avoir des beaux graphiques et c'est normal. Les graphiques, en fait, c'est normal parce que notre cerveau est fait pour ça. Le cerveau humain est un super outil pour trouver des choses, comment dire, dans les visuels. C'est pour ça que, par exemple, quand on connaît des visages de personnes quand on regarde une voiture ou dans les nuages, etc., on est très bon à détecter des patterns au niveau des visuels. Donc, je considère que quand on traite de la donnée, c'est important des fois, plutôt que de faire des statistiques et d'afficher des variables, de faire des graphiques. Et c'est important aussi, encore une fois, d'avoir des outils qui sont adaptés pour faire ça rapidement et facilement.
Donc en fait, ici, je voulais vous parler de 6 outils divisés en 2 catégories. Les premiers, ce que j'appelle pour la visualisation. Ici, le but, c'est de faire un seul graphique. Donc, pour ça, vous êtes amené pour faire du Excel. Vous mettez ça dans un tableau Excel et vous faites un graphique. Mais c'est souvent frustrant parce qu'on n'a pas forcément accès à toutes comment dire, les subtilités comme on pourrait avoir dans un langage de programmation. Donc en fait, il y a 3 outils que j'utilise principalement dans ces cas-là. La première, c'est Matplotlib, une librairie qui est donc extrêmement puissante. On peut quasiment faire tout avec, papier scientifique, graphique sur un site web, tout ce qu'on veut, mais c'est aussi très complexe, ça prend aussi un peu de temps. Une librairie qui est plus simple d'utilisation, c'est Seaborn. Elle est basée sur Matplotlib et elle ajoute des fonctions statistiques pour faire, par exemple, des tendances, des calculs, on va dire, pour diviser ça en catégories, etc. Celle que je recommande, qui est vraiment très bien, c'est Plotly, qui a l'avantage d'être relativement simple et aussi qui est pleine de fonctions et qui fait, on va dire, ce qu'on veut de base sans trop de modifications. Donc après, une fois qu'on fait des graphiques simples, c'est une bonne chose, mais on a aussi envie de faire ça dans un tableau de bord. Un tableau de bord, c'est la même chose, mais il y en a plus. Ici, vous pouvez voir en bas, par exemple, un tableau de bord. On voit, par exemple, plusieurs graphiques. Et ça, typiquement, dans le business, le management, on adore. Et c'est normal, hein, on a tout ce qu'on veut directement pour suivre des marchés, des choses comme ça. C'est très utile. Donc pour ça, il y a 3 outils que j'utilise principalement. Le premier, c'est Rise, qui convertit en fait ce que je vous ai montré avant, un notebook en présentation. Donc l'avantage, vous pouvez travailler dans votre notebook, mettre des commentaires, des choses comme ça. Vous appuyez sur un bouton, vous avez une présentation. Donc ça, c'est pratique quand on veut vraiment aller vite et présenter quelque chose rapidement. Dash permet en fait de développer des dashboards sans utiliser JavaScript. Donc ça, c'est pour ceux qui ne seraient pas familiers avec JavaScript et avec une librairie. Je pourrais faire une démo après si vous voulez. Vous prenez un fichier Python, vous écrivez la description de ce qu'il faut faire et ça va automatiquement générer une application avec Flask et React pour servir le dashboard. Et l'avantage, c'est que tout ce que vous faites en Plotly peut être réutilisé dans Dash. Donc ça, c'est pratique. Dernièrement, une application qui est plus récente et que beaucoup de gens apprécient utiliser maintenant s'appelle Streamlit. En fait, l'application permet de développer des prototypes par rapport à tout ce qui est donné. Donc, si à un moment vous voulez présenter une application avec des colonnes qui filtrent, etc., si vous voulez des formulaires pour sélectionner quelle application fonctionne, comment dire, sélectionner les tendances, etc., Streamlit est vraiment pas trop mal. Donc, j'ai gardé une présentation sur Rise et Streamlit à la fin d'après si on a un peu de temps. Donc, on voit bien comment ça se passe. Ouais, pardon. Ok. Et finalement, je voulais parler en fait de l'aspect qui est pour moi des plus avancés qu'on peut faire avec la donnée actuellement, qui est le machine learning. Alors le machine learning, ça c'est un domaine qu'on entend, enfin, maintenant je pense que tout le monde entend parler en tant que technicien de en informatique. Donc beaucoup de gens, ça commence à devenir un domaine à part, avec des rôles, avec des gens qu'on embauche pour faire ces applications, ces missions-là. Alors je voulais en parler un peu ici. Alors c'est une slide, donc j'ai aucune ambition de présenter ça de manière, comment dire, complète. C'est vraiment très succinct, mais c'est juste pour présenter à peu près les contextes. Alors en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire ici? C'est qu'on accède aux informations et ce qu'on veut faire, en fait, c'est essayer de créer un programme qui va fonctionner à partir simplement d'exemples. Donc au lieu de programmer explicitement quelque chose, on va vouloir le faire à partir de cas dont on sait la réponse. Par exemple, pour classer des photos de chiens, ce serait très compliqué de faire ça à la main. Avec des boucles for, des ifs qu'on utilise habituellement, c'est très compliqué. À la place, ce qu'on peut faire, c'est juste prendre des photos de chiens, leur donner un nom, par race de chien, et de dire, bah, regarde ces photos, et essaye de trouver la race de chien qui correspond à partir de ça. Alors, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Donc, en fait, ce qu'on peut faire avec le machine learning, c'est généralement les cas simples, c'est soit prédire une classe ou une valeur. Par exemple, ça peut être prédire si une machine va tomber en panne, ça c'est une classe, est-ce que c'est en panne ou pas en panne, ou une valeur, ça peut être pour prédire, par exemple, le temps que ça met à tomber en panne. Il y a je sais, par exemple, qu'il y a 4 ans chez Google, ils avaient un projet, ils voulaient voir quand est-ce que les disques durs allaient tomber en panne pour les commander en avance et éviter justement de se dire ah bah mince, on a un disque dur qui est en panne, il faut qu'on en commande, donc on en a soit trop, soit pas assez. Alors je dirais qu'en fait, la seule limitation pour moi avec ces outils-là, comparé à n'importe quelle autre librairie en informatique, c'est ce que j'appelle le besoin de la méthode scientifique. Le problème, c'est que comparé à n'importe quoi en informatique, vous faites quelque chose, et si ça marche, c'est qu'il y a un problème. Généralement, en fait, c'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Généralement, en informatique, il faut que ce soit vraiment très précis, très juste, sinon ça explose. Ici, c'est l'inverse, en fait. C'est que une fois que ça marche, si ça marche trop bien, c'est qu'il y a un problème. Donc, en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est vous présenter donc, du coup 3 outils, encore une fois, qui sont, je considère, plutôt simples à utiliser pour qui voudrait justement découvrir le machine learning et ses applications. La première, c'est SciPy. Donc, c'est un ensemble d'outils en Python qui permet de faire tout ce qui est technique statistique.
Donc typiquement, quand on fait des papiers de recherche, quand on fait des sondages, des choses comme ça, il y a tout ce qu'il faut dans SciPy pour justement faire des tests. Un cas, par exemple, qui est beaucoup utilisé dans les sites web, par exemple, tout ce qui est, par exemple, A/B testing, on fait une version d'un site web, une deuxième version où on change une seule chose, comme par exemple la position d'un bouton, la couleur d'un bouton, etc. Et on veut voir, par exemple, lequel des sites fonctionne bien en tenant compte du fait qu'il y a une partie d'aléatoire. SciPy fournit tous les outils, par exemple, pour faire ces cas-là. Deuxième librairie qui est très connue, Skikit. Ici, en fait, le but, c'est de prendre en fait comment dire, c'est une sorte de grosse boîte à outils avec tous les algorithmes de machine learning qu'on peut trouver. Par exemple, tout ce qui est random forest, SVM, cadence clustering, donc c'est sûrement du jargon pour ceux qui ne connaissent pas. Mais en gros, il y a quasiment tout ce que vous voulez pour faire ça et en quelques lignes de code. J'aurai une démo sur ce sujet-là juste après. Et finalement, il y a les réseaux de neurones. Donc ça, c'est le sujet qui est beaucoup plus poussé. Ici, en fait, c'est pour des cas qui sont beaucoup plus compliqués. Typiquement, tout ce qui est lié à la vision, comme typiquement reconnaître les photos de chiens, tout ce qui est son, langage. En fait, tout ce qui est le plus poussé va généralement vers les techniques de réseau de neurones. Je dirais qu'en fait, ici, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les réseaux de neurones sont beaucoup plus compliqués que les deux autres librairies et que c'est souvent pas nécessaire de passer à ça. Donc, si vous voulez tester, Keras est très simple à utiliser. Encore une fois, en quelques lignes, on peut vraiment s'amuser. Il y a des gens, par exemple, qui en quelques semaines, quelques mois, font des applications comment dire, de voitures autonomes sur des voitures, vous savez, pour les enfants pour jouer, les voitures télécommandées, et elles s'orientent toutes seules à partir de réseaux de neurones. Ça peut se faire facilement avec Keras. Il faut, je dirais, quelques semaines pour apprendre un peu l'outil. Alors, mes conseils, juste si vous voulez vous lancer dans le machine learning, ce qui est toujours important d'avoir en tête, c'est la simplicité. Donc, je vous conseille toujours d'utiliser les solutions les plus simples avant de passer aux solutions les plus complexes. Et le deuxième point, c'est, comme je vous ai dit, c'est qu'il faut être vraiment très sceptique. Contrairement à beaucoup de choses en informatique, généralement, c'est que quand ça marche, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut vraiment se poser les questions, essayer, réessayer, faire des tests, voir si on manipule bien comme il faut pour éviter les cas d'erreur. Le cas le plus typique, par exemple, vous cherchez à prédire un prix, vous passez au modèle une information comme on tiens, je connais le montant de la TVA, donc amuse-toi. Et à partir de ça, c'est facile de faire juste une multiplication pour retrouver le prix réel. Donc typiquement, c'est des choses qu'on souhaite éviter, mais qui ne sont pas faciles à détecter. Très bien. Donc là, maintenant, je vais continuer ma démonstration. Donc ici, voilà. Donc on était sur le Titanic. Je vous ai montré donc les différentes variables. Donc là, sur les survivants, les informations, etc. Et ce qu'on va faire, c'est faire deux choses. On va déjà faire quelques graphiques et après essayer de prédire des variables. Alors pour faire les graphiques, en fait, je vais utiliser donc du coup Plotly Express. Donc là, c'est la librairie qui est chargée avec PX. Et voici comment ça fonctionne. Vous prenez en fait votre jeu de données, donc un data frame ici, et vous passez des variables que vous voulez afficher. Donc ici, par exemple, ce que je dis, c'est que je veux en axe des X, l'âge, en axe des Y, le prix. Je vais rajouter une couleur, par exemple, pour la classe du passager, une taille, des points. On va prendre, par exemple, le nombre de personnes proches dans le bateau. Et ici, ça va être pour afficher quelque chose au survol. Ce que vous voyez ici, en fait, avec ce graphique, c'est qu'en un graphique, on comprend déjà beaucoup de choses. On voit, par exemple, qu'il y a beaucoup de gens qui ont, par exemple, moins de 40 ans. Il y a peu de gens qui ont plus de 40 ans ou plus de 50 ans. On voit également que tous les gens qui ont payé les tickets les plus chers, donc ceux qui sont en haut dans le graphique, ils sont tous en classe 1. Qu'au contraire, ceux qui ont payé les prix les moins chers sont plutôt en bas à droite, sont plutôt, on va dire, jeunes et pas très, comment dire, et en classe 3. On voit aussi que il n'y a pas forcément une relation forte entre le nombre de personnes qu'on connaît et les prix. Vous voyez ici que cette personne-là, donc qui était seule, enfin il y avait une seule personne, elle est plutôt haut, ici plutôt bas. Je pense qu'on ne voit plus votre écran là. Ah, Ouais, je ne sais pas d'accord. si je suis le seul, mais. Qu'est-ce que... Moi, j'ai toujours l'écran, donc je sais pas. Ok. Ça doit être... Alors, continuez, ça doit juste être chez moi alors. Très bien. Merci Cap pour l'explication, c'est bien de savoir avant de... Y a pas de- Oui, quelqu'un disait, pardon? Ok. Bon, je continue, hein. S'il y a un problème, n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Ok. Donc là, tout ça pour dire, avec ce graphique-là, en fait, déjà, voilà, en une ligne, on peut déjà avoir déjà beaucoup d'informations sur la relation entre ces quatre variables. J'ai un deuxième graphique ici, et déjà, avant de le faire, je vais utiliser donc, du coup Panda pour manipuler les informations. Donc, je vous ai montré au-dessus, je remonte rapidement, voilà, ici. On a les différentes variables comme ça par colonne, et chaque ligne est un passager. Donc ici, je vais avoir deux colonnes qui vont être, je ne me rappelle plus ce que j'ai pris, je crois, voilà, la classe du passager et si la personne a survécu ou pas. Donc, ce qu'on voudrait pas vouloir faire, c'est de dire quelles sont le nombre de personnes qui a survécu pour chaque classe de passagers. On peut faire ça facilement avec Panda. Donc, on utilise la librairie.
on prend la colonne survival, la colonne P-class, et on fait donc un tableau croisé avec un cross-tab. On voit ici le nombre de personnes qui se répartissent par groupe. Donc ici, par exemple, c'est les gens de la première classe qui sont malheureusement décédés, et c'est là celles qui ont survécu de la première classe. On peut ensuite prendre ce jeu de données ici et l'afficher dans ce qu'on appelle une heatmap. Alors ici, je n'utilise pas Plotly Express pour une simple raison, c'est parce qu'il ne supporte pas les heatmaps facilement. Généralement, avec le temps, on apprend à mixer un peu les librairies, mais généralement, Plotly Express fournit quand même beaucoup d'outils qui sont utiles. Donc là, ici, encore une fois, ce qu'on peut voir rapidement, c'est donc en bas donc, la classe du passager, à gauche, le fait qu'il ait survécu ou non. On voit qu'il y a un gros groupe de personnes de la classe 3 qui est malheureusement décédé et qu'au contraire, il y en a très peu qui ont survécu. On peut voir ça par rapport à la chaîne de couleur qui est à droite. À l'inverse, on voit par exemple qu'ici, il y a un vert foncé, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs personnes du groupe en première classe qui ont survécu. Donc là, c'est un cas plus simple, mais c'est toujours intéressant de faire des heatmaps quand on veut grouper, quand on veut regarder deux catégories entre elles, comme par exemple survival et classe de passagers. J'ai une dernière visualisation pour montrer à peu près aussi l'intérêt de ce qu'on peut faire avec ça. Donc là, c'est plus avancé. Donc ici, ce que je vais prendre, c'est je vais prendre le jeu de données, je vais prendre toutes les variables qui sont de près ou de loin liées à une catégorie, et ça, il le fait automatiquement, et je vais afficher avec une couleur en particulier le fait que les personnes ont survécu. Et ça permet de voir en fait comment les gens se répartissent. Donc on voit ici, par exemple, que la classe de passagers, il y a une grosse proportion de la classe 3 qui est décédée. On voit ici, donc le 0, c'est vers le bleu, donc il y a beaucoup de personnes de la classe 3 qui sont décédées, et c'est la relation inverse pour la classe 1. On voit ici la proportion entre survival et ceux qui ont survécu, ceux qui n'ont pas survécu. Le sexe de la personne, donc on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes, la proportion de femmes est beaucoup plus, qui ont survécu est beaucoup plus importante. On voit qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes dans le bateau, mais qu'il y a beaucoup plus qui sont décédés, et qu'au final, on voit qu'il y a eu, là on voit 466 femmes qui sont survécues, donc là c'est, ah non, pardon, ça c'est la barre totale, donc autant pour moi. Et après, on peut voir aussi d'autres cas. Donc là, par exemple, c'est le nombre de personnes proches, s'il y a une relation par rapport à ça. Bon, on voit qu'il n'y a pas forcément quelque chose de flagrant. Et par contre, pour le port d'embarquement, il y a beaucoup de personnes du port C qui ont survécu par rapport aux autres ports. Donc ce serait intéressant de voir, par exemple, si par exemple, ce port-là est le port où il y a des personnes de la classe 1 qui ont embarqué le plus. Vous pouvez voir en fait qu'avec un graphique, on peut avoir des tonnes d'informations à étudier avec visuellement de nos yeux sans forcément faire beaucoup d'analyse derrière avec du texte. Voilà. Et donc l'avantage de Plotly, c'est que tout est interactif. Je ne l'ai pas forcément montré ici, mais par exemple, ici, si je mets mon curseur sur un point, on peut voir le nom de la personne, les âges, on peut faire des zooms, on peut faire plein de choses, et avec la librairie Dash, on peut convertir ça facilement en dashboard. Voilà. Ok, donc j'ai encore un peu de temps. Je vais montrer le machine learning pour ceux que ça intéresse. Ok, bon là, alors, je vais faire ça de manière très très succincte encore une fois. C'est juste pour donner à peu près l'idée de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut faire en quelques lignes de code. Alors peut-être que certains de vous connaissent déjà bien le domaine, mais bon, j'espère que ça sera utile pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc ici, j'ai mon jeu de données, mon data frame, et je vais faire quelques transformations. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le machine learning, les algorithmes détestent généralement tout ce qui est information, texte. Ils ne veulent que des chiffres. Donc déjà, je vais retirer toutes les valeurs nulles, où il y a des trous, en fait, pour les 3 colonnes ici. C'est celle, en fait, que j'ai vue au-dessus, qui avait des trous. Ensuite, je vais prendre les variables donc, liées au sexe et au port d'embarcation, et je vais faire correspondre chaque valeur texte par une valeur numérique. Donc ici, male devient 0, female devient 1, idem pour les ports d'embarcation. Et ici, en fait, je vais isoler les parties qui m'intéressent. Donc, première partie qui m'intéresse, c'est le prix des tickets des passagers. Deuxième chose qui m'intéresse, c'est le fait que les personnes aient survécu. Je vais utiliser ces informations pour prédire justement les informations sur les passagers en fait, dont on ignorait les informations. Et je vais construire un troisième jeu de données qui s'appelle X, grand X. Et dans grand X, je vais mettre des informations qui vont m'aider à prédire ces informations. Donc là, j'exécute mon code, voilà, tac, donc là, c'est exécuté. Alors là, c'est une partie un peu plus longue, mais je vais vous décrire ce que ça fait rapidement. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser chaque jeu de données en 2 parties. Il y a une partie qui va nous servir à entraîner le modèle, donc qu'il apprenne de lui-même qu'est-ce qu'on veut faire, et une deuxième partie qui va servir à tester. En fait, c'est l'équivalent de faire un bac blanc et le vrai bac. On va beaucoup s'entraîner sur le bac blanc, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on nous demande, etc. Et après, on va avoir une vraie évaluation où du coup, on va être testé pour voir les performances. Donc ici, j'ai fait juste la taille, les dimensions de chaque jeu de données. Donc il y a environ donc, presque 700 lignes pour l'entraînement,
345 pour le test, et pour les informations d'entrée, donc le grand X, il y a à peu près 6 colonnes. Voilà. Donc là, je vais vous montrer le premier modèle qu'on va créer, donc qui permet de détecter le fait que la personne ait survécu ou non. Donc ici, en fait, j'utilise donc Scikit-learn avec un module qui s'appelle Ensemble, qui contient justement des outils qui permettent de faire, on va dire, tout ce qui est technique, où il y a plusieurs modèles qui ont des, comment dire, plus précisément, en fait, ça prend on va dire, c'est comme si vous preniez plein d'étudiants médiocres et que vous espérez qu'ensemble, ils vont faire un bon travail. Voilà. Donc, ce qu'on appelle Ensemble. Donc ici, j'ai pris un algorithme qui s'appelle Gradient Boosting Classifier, et donc je vais l'entraîner ici avec la méthode fit et afficher son score avec la méthode score. Donc c'est parti. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'il est en train de me dire ici, c'est que, donc il est déjà fini, hein. Ce qu'il est en train de me dire ici, c'est que il y a à peu près, on va dire, 80% des informations qui sont bonnes. Donc c'est que le modèle est assez précis. On peut se rendre compte de ça en faisant, en lançant cette cellule. Ici, ce que je fais, c'est que je prends les informations qui m'ont servi pour le test, j'ajoute la valeur que j'ai prédit avec mon modèle, donc que je prédis ici avec predict, et j'ajoute la colonne que j'avais retirée précédemment, donc qui me servait à entraîner le modèle, donc pour la survie, donc avec un merge ici. Donc tout ça se fait avec Panda hein, pour la manipulation. Donc on voit ici, par exemple, pour le passager numéro 230, donc il a survécu, le modèle est prédit qu'il a survécu. Vous pouvez vous rendre compte à peu près des performances du modèle, donc il y a forcément des cas où ça ne marche pas. Par exemple, ici, c'est un passager en classe 3, c'est un homme et il a survécu. Donc typiquement, le genre de choses que nous, en tant qu'humains, on fera peut-être la même erreur. On se dit, bon, si on me dit ça comme ça, peut-être qu'il y a peu de chances qu'il survive. Donc là, celui-là a survécu, donc le modèle s'est trompé. Voilà. Donc, vous pouvez voir à peu près, donc les performances ne sont pas mauvaises pour la prédiction du taux de survie. En fait, ça peut être utile, par exemple, pour plein d'usages. Si vous avez, par exemple, des informations que vous voulez annoter automatiquement, il y a beaucoup d'algos qui fonctionnent très bien pour ça. Ça peut toujours être utile de faire ce genre d'opération. Donc, on appelle ça typiquement une classification, donc comme ici classifier, et ça permet de mettre une classe pour chaque ligne dans un jeu de données. Ici, donc, même principe, hein, c'est exactement la même chose, mais pour le prix des tickets. Donc là, on prédit une valeur. Donc là, j'ai un modèle qui s'appelle Gradient Boosting Regressor. Je l'entraîne avec la méthode fit. Je l'évalue avec la méthode score. Vous voyez ici que le score n'est pas génial, mais bon, c'est vraiment 3 lignes de code que j'ai mises. Normalement, on fait plus de travail pour optimiser ça. Au moins, on voit à peu près les performances. Regardons à peu près qu'est-ce que ça dit dans le jeu de données. Voilà. Donc là, ici, on a la valeur qui est prédite, la valeur que l'on cherche. On voit ici que le prix du ticket réel était de 7 et ici, était de 8. Là, par exemple, était de 12, de 9, etc. Donc, on voit que le modèle n'est pas forcément toujours très précis, mais qu'on est à peu près dans des bons ordres de grandeur. Certaines valeurs sont bien mesurées, mais encore une fois, c'est parce que justement, le modèle est quand même plutôt simple. On n'a fait aucune optimisation ni rien. Généralement, il faut revenir plusieurs fois sur le modèle pour voir justement comment l'améliorer. Voilà. Et c'est la fin du coup du notebook. Donc tout ça pour vous montrer qu'en fait, avec un notebook, Panda, quelques librairies pour la visualisation et le machine learning, on peut faire beaucoup de choses. Au quotidien, 80% de mes usages en fait sont faits avec tous ces outils-là. Et le gros avantage, c'est que par rapport enfin pour moi qui ai développé par exemple pendant plus de 2 ans en tant que développeur web, l'avantage c'est qu'on a vraiment des retours rapides et c'est pas vraiment d'explorer et de répondre rapidement à ces questions, ce qui est pour moi le plus important. Très bien. Et du coup, pour conclure la présentation, je reviens ici. Alors du coup, ce que je voulais vous montrer du coup pour cette présentation, c'était ce que je voulais être un kit pratique pour utiliser au mieux la donnée au quotidien. Encore une fois, mes objectifs, c'est des outils qui sont plutôt simples à utiliser, qui peuvent vous être utiles, et également qui sont, comment dire, que j'ai utilisés, donc je peux en parler facilement. Pour moi, c'est toujours le même principe, c'est que quand on fait l'informatique, il y a toujours les 3 étapes, le make it done, make it right, make it fast. C'est sûr que quand on n'a pas forcément, c'est sûr qu'il faut un peu de, comment dire, utiliser les outils pour devenir efficace avec, mais avec quelques tutos, etc., je pense que c'est facile de faire des résultats plutôt rapidement. Tout est fait justement pour vous faciliter la vie et plutôt que de faire des algorithmes complexes dans un langage de programmation standard, les outils en fait ici permettent de faire les mêmes choses plus rapidement. Ensuite, le faire bien, ça c'est la partie qui demande de l'expérience, c'est ce qu'on développe à force. C'est pas forcément toujours facile de trouver la meilleure solution pour résoudre un problème, mais je sais qu'à force de pratiquer, forcément, on apprend à le faire bien. Et make it fast. Après, si vous avez des problèmes beaucoup plus complexes, comme par exemple des terras et des terras de jeux de données, c'est pas forcément les mêmes outils qu'il faut utiliser, mais je pense qu'au quotidien, il y a quand même beaucoup de petits jeux de données qui font quelques gigas, voire moins, qu'on souhaite manipuler par des informations rapides. Et pour ça, les outils-là que je vais présenter se prêtent très bien.
Voilà. Si vous voulez après aller plus loin, je vous ai listé donc du coup quelques liens. Le .files, en fait, c'est donc tout l'outil que j'utilise dans mon shell au quotidien. J'utilise beaucoup Linux et Sec Linux a beaucoup d'outils pour gérer les jeux de données avec les pipes, etc. Et quelques listes ici. Vous pouvez voir en fait des listings de personnes qui représentent des tonnes d'outils. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. Mais je pense que l'essentiel pour on va dire, une personne qui manipule la donnée quotidien, les informations que j'ai montrées là suffisent. Finalement, Google aussi propose des tonnes d'outils qui sont liés aux données et il y a beaucoup de liens vers des outils beaucoup plus puissants, bien sûr. Mais si vous voulez vraiment passer à l'échelle, ça peut aussi être une solution pour faciliter le travail.